Madame la ministre, chère Olivia Grégoire, je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence, votre fidélité aussi, puisque vous ne manquez aucun des événements auxquels l'UNAPEL vous sollicite. Et vous remercier également, au-delà de votre présence aujourd'hui, vous remercier pour la qualité du travail que nous faisons ensemble, avec vous, directement. On n'est pas toujours d'accord d'ailleurs, mais en tout cas, on trouve les voies de passage dans les sujets qui nous concernent. La qualité aussi d'échange que nous avons avec vos collaborateurs, avec votre cabinet. Je ne peux pas ne pas saluer, si vous m'y autorisez, merci, notre ami Yannick Sala, et également avec les services de la Direction générale des entreprises, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé sur de nombreux sujets, notamment celui sur les ordonnances qui complètent la loi sur les indépendants que vous avez portée et qui concerne les professions libérales réglementées. Vous avez devant vous des professionnels libéraux, ce sont essentiellement des toutes petites entreprises, mais ce sont des professionnels qui ont une relation, vous le savez, avec leurs concitoyens extrêmement forte, empreinte bien sûr de beaucoup d'humanité. C'est pour beaucoup de nos concitoyens, souvent dans la détresse et dans la difficulté, qu'il s'agisse d'experts comptables, d'avocats, de médecins, c'est le premier recours auquel nos concitoyens font face. Et je voudrais vous interpeller en qualité de membre du gouvernement, puisque vous avez la tutelle sur les professions libérales, mais beaucoup de nos professions sont aussi au contact d'autres ministères, et vous interpellez, ou du moins vous demandez d'être leur ambassadeur auprès d'autres ministères. Et je ne peux pas ne pas évoquer le ministère de la Santé, avec lequel beaucoup de nos confrères qui sont ici négocient âprement, trop durement, les conventions qui régissent leur profession. Je pense aussi à tous nos professionnels de la construction qui souffrent en ce moment. Je pense à nos architectes, à nos géomètres, à nos économistes de la construction qui, par la crise du logement, par l'inflation, par la difficulté d'accès au crédit, font que nos métiers sont en difficulté. Et puis, bien sûr, il y a aussi tous les autres qui se retrouvent dans des discussions qu'ils n'ont pas la chance de mener avec vous. Ils les mènent avec d'autres ministres, mais vous êtes un membre éminent du gouvernement et j'intercède auprès de vous pour que vous soyez leur soutien et exprimer le besoin qu'ils ont. Madame la ministre, vous avez accepté pour ce congrès de vous livrer à un exercice différent. C'est pas tous les ministres qui acceptent ça, hein, mais je sais que vous êtes une femme qui prend des risques et vous aimez ça. Et puis vous êtes aussi dans un hémicycle avec bien sûr des gens passionnés, des gens qui ont des convictions, mais des gens qui sont parfaitement respectueux de leurs contradicteurs et de leurs partenaires. Donc vous avez accepté que cette année, contrairement à ce qu'on peut faire, deux discours un peu escathédra, que mes confrères, mes collègues qui sont présents dans la salle se livrent à un exercice avec vous de questions-réponses. Et je sais qu'ils ont un certain nombre de questions pertinentes qui ne manqueront pas de couvrir l'ensemble des préoccupations des professionnels libéraux et qui vous donneront l'occasion peut-être de vous livrer un peu plus dans ce que vous pouvez faire avec les professions libérales et quel est votre regard sur ce que nous sommes. Je voudrais terminer avec un élément fort qui conduit l'action du président de la République, une action que nous partageons sur beaucoup de points, notamment ce combat sur l'emploi. Dieu sait qu'il est important, il est important pour les jeunes, il est important aussi pour les seniors. On a beaucoup de choses à faire encore pour que les seniors puissent... On n'est pas vieux quand on a 55 ans, bien évidemment. Et on a encore la capacité de pouvoir faire. C'est le cas de tous les professionnels libéraux. C'est rare qu'ils partent à 55 ans en arrêt d'activité. C'est la bagarre de l'emploi, c'est cette fixation d'objectifs à 5%. Ce que je voudrais vous dire, Madame la Ministre, c'est que vous avez devant vous 1 700 000 professions libérales. Ils emploient 1 200 000 personnes. Et ils ont la capacité, pour autant qu'on les aide un peu, qu'on prenne en compte leurs préoccupations, leurs spécificités, nous avons la capacité de créer
d'autres gisements d'emplois sur des métiers que nous devons valoriser et mieux faire connaître. La bagarre de l'emploi, elle se gagnera aussi avec les professions libérales, avec ce gisement d'emplois dans tous les territoires, des emplois qualifiés et non délocalisables. Voilà, nous sommes prêts. Il faut que vous nous aidiez un petit peu dans l'ensemble des périmètres qui sont les vôtres. Merci encore, Madame la Ministre, de votre présence parmi nous ce matin. Merci à vous. Merci à vous. D'abord, c'est un immense plaisir de vous retrouver. Ça n'est pas écrit dans mes notes. J'attaque le protocolaire juste après, mais je ne sais pas si c'est un hasard. De toute façon, je ne crois pas au hasard. Paul Éluard disait joliment, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est un joli rendez-vous dans ce que j'estime être le plus bel hémicycle de cette magnifique capitale de France qu'est Paris. Je le disais au grand Michel Chassan, monsieur le vice-président, au-delà du plaisir que j'ai à vous retrouver, je suis sensible au beau et je trouve que cet hémicycle et ce Conseil économique, social et environnemental est un des lieux les plus inspirants de Paris et, oserais-je dire, possiblement de France. Par ailleurs, je vous parle un peu de mes états d'âme, cher Michel. Je suis un peu frustré. Je me permets de le partager à l'endroit de mon équipe, puisque j'ai croisé dehors le docteur Laurent Alexandre, que je connais depuis quelques années. Et oui, ChatGPT 4 est un vrai sujet, puisqu'on en a parlé, lui et moi, quelques minutes. Ne vous privez pas de vous abonner aussi à Midjourney. Les mots, c'est bien, l'image aussi. Et l'image va très très vite, possiblement encore plus vite que ne va l'écrit aujourd'hui. Et le degré d'aboutissement et de maturité d'outils comme Midjourney en matière d'intelligence artificielle sur l'image sont absolument dingues. Ça va être un bouleversement total, là aussi, sur des pans entiers de notre économie, pas dans 20 ans, pas dans 50 ans, aujourd'hui et demain. Je partage ma vie avec quelqu'un qui est dans la post-production et dans le cinéma. C'est aujourd'hui l'outil utilisé qui disrupte complètement l'organisation sociale de tout l'audiovisuel, de la production, du cinéma, et qui peut avoir des effets extraordinaires comme des effets absolument délétères au plan démocratique. Et donc je me méfie beaucoup du tropisme. Je sais que ce n'est pas du tout le sujet de mon intervention, cher Michel, mais c'est l'avantage de ces moments. Faites attention à l'image aussi, et pas qu'aux mots. Et l'image va presque encore plus vite que les mots. On l'a vu aux États-Unis pendant la dernière campagne présidentielle. Quand vous le verrez l'année prochaine, vous vous rappellerez de cette femme qui vous en avait parlé à un moment en 23. Je vous garantis qu'on ne mesure pas à quel point l'image va bouleverser avant les mots, en instrumentalisant, en grimant, en priorité le politique, puisqu'on a souvent cet avantage. Et je peux vous assurer que moi, on me l'a fait, et je le partage avec vous en responsabilité. Je m'en suis toujours pas remise. On m'a fait dire via Midjourney des choses terribles, et je vous garantis que moi, face à ma propre image, je n'ai pas vu la main de l'intelligence artificielle tant elle est parfaite. C'est aussi grisant que terrifiant. Ce qui pose la responsabilité des médias aussi, et de leur capacité à ne pas courir après une image choquante et marquante. Et la difficulté, cher Thomas Hugues, c'est que, comme il y a quelques médecins, je crois, dans la salle, la persistance rétinienne est beaucoup plus problématique que l'écrit. En femme politique que je suis, quand on dit une ânerie sur vous, ou qu'on vous fait dire une ânerie dans la presse, vous avez quand même toujours le droit de demander un droit de réponse pour recadrer votre propos. Il n'y a pas de droit de réponse quand on a grimé votre parole en image. Vous pouvez courir derrière l'image, mais la persistance rétinienne est là, l'image est entrée dans votre cerveau et le mal est fait. Et en fait, c'est assez terrifiant. Il y a une immense responsabilité médiatique. Et il y a tout un pan, je ne vous cache pas que je le dis souvent au président de la République qui est passionné par ce sujet, mais beaucoup aussi au ministre de l'Éducation et à la ministre de la Culture. Je pense qu'il y a urgence, je sais que ce n'est pas mon champ et que ce n'est pas l'objet de ce matin,
mais on s'intéresse à d'autres choses que son seul périmètre, parfois. Je pense qu'il y a urgence à travailler et à renforcer l'éducation au sens noble des plus jeunes pour détecter les transformations, les fake news ou les fausses images qui vont pulluler dans les années qui viennent. Et je ne vous cache pas que je prêche assez seul jusqu'à maintenant. Il y a un monsieur formidable qui fait ce travail incroyable qui s'appelle Thomas Huchon, qui va dans tous les lycées et les collèges de France pour expliquer à nos gamins ce qu'est une fake news, comment la repérer, et je peux vous garantir que c'est sacrément compliqué, puisque même si on décide, et je vous jure que j'arrête après, de marquer sur une fausse image, on cherche à écrire des marqueurs technologiquement pour faire savoir, comme un copyright, qu'elle est générée par de l'IA, mais comme c'est un sujet qui me passionne, au moment où je vous parle, l'IA elle-même détecte les marqueurs, rendant impossible le marquage sur une photo transformée de la main de l'intelligence artificielle. C'est un sujet au cœur de la démocratie, à mon sens. Voilà, c'est mon point de vue, je le partage. Et puis après, je viens, et pendant 10 minutes seulement, mais quelle frustration, j'ai le plaisir d'écouter Monsieur de Sertine, que j'ai souvent le plaisir d'écouter. Et alors, je m'assois, et mon anniversaire, c'est le 30 septembre, c'est pas du tout le 8 décembre, et je m'assois, et il parle d'extra-financier. Ah bah, c'est Noël avant l'heure pour moi. C'est pas 100% raison, il a 3000% raison. Et la performance extra-financière, c'est comme mid-journée. C'est pas un truc qui va arriver dans 20 ans, c'est pas un truc qui va arriver dans 10 ans. C'est voté, c'est écrit, ça arrive. Les premières entreprises obligées vont l'être dès 2024. L'immense majorité des autres entreprises le seront entre 2026 et 2027. C'est aujourd'hui. Et ça ne doit pas, et il a totalement raison, être l'apanage des seules grandes. Et d'ailleurs, ça n'est pas comme ça que le texte est écrit, au plan européen. Pour ceux que ça intéresse, c'est la directive CSRD. Et aujourd'hui, les indicateurs sont prêts. Et c'est en train d'arriver, et ça va être un bouleversement absolument majeur, puisque la seule performance financière ne dira plus l'intégralité d'une performance. Elle sera adossée dans les années qui viennent à une performance dite extra-financière. Encore une fois, ce ne sera pas un gadget, ça va complètement chambouler, par exemple, l'investissement dans les entreprises et la mission des investisseurs, puisque les investisseurs, pour ceux que ça passionne, parce que c'est un sujet passionnant, se sont engagés avec un règlement qui s'appelle SFDR, et ils sont partie prenante de l'extra-financier. Et donc les investisseurs vont aller de plus en plus vers les entreprises ayant une performance extra-financière favorable et de moins en moins, dans les décennies qui viennent, vers des entreprises qui ont des performances extra-financières dégradées. C'est un sujet extraordinaire. Il y a quelques grands penseurs. Je recommande à ceux qui sont passionnés le formidable bouquin de Sir Cohen en Angleterre, qui est le plus grand intellectuel à date sur l'impact et l'impact de l'impact sur nos sociétés. C'est un sujet passionnant qui va profondément chambouler l'économie, mais aussi possiblement la société. Donc, passionnant. Et quel niveau, je vous le disais, cher Michel Picon, merci de donner matière à réfléchir, à penser. J'avoue que j'en suis souvent frustré, et là j'en ai eu, j'ai été servi en quelques minutes, et ça ne m'étonne pas de l'UNAPL, mais merci. Sur ce, je vais prendre mon discours protocolaire, pardonnez-moi. Monsieur le vice-président du Conseil économique, social et environnemental, très cher Michel Chassan, que je tiens évidemment à remercier de son accueil dans cet endroit absolument magnifique et que j'ai le plaisir de connaître depuis maintenant quelques décennies. Michel Chassan, me connaissant un peu, puisqu'on s'est croisés il y a une vingtaine d'années, je vous réponds d'ores et déjà, cher Michel Picon, je suis déjà votre ambassadrice. Et j'ai bien l'intention de continuer à l'endroit de mon collègue de la santé, notamment. Mais c'est déjà le cas. Et je vais continuer, évidemment. Très cher Dominique Métayer, monsieur le président de l'UDP, monsieur le président de l'UNAPL, très cher Michel Picon, monsieur le président de l'UAE, cher François Hurel, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs en vos grades et qualités.
Je vous l'ai dit, hein, donc je vous le redis, mais je suis vraiment sincèrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. On a changé un peu, parce que c'était au Palais Brongniart, si je me souviens bien. Il reste assurément que malgré le changement de lieu, vous êtes, pour moi, d'abord absolument central dans le portefeuille dont j'ai la charge. Certains me voient plus souvent que d'autres en discours, mais je peux vous garantir qu'il n'est pas une prise de parole où je ne précise pas, avec un peu d'humour, parce que c'est bon pour la santé aussi, paraît-il, que je suis la ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, des professions libérales, des indépendants, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. C'est pas pour faire un effet waouh, c'est parce que ce soit les indépendants ou que ce soit les libéraux, c'est absolument central dans mon portefeuille. Et donc c'est un événement absolument central dans l'agenda de la ministre que je suis. L'idée, c'est effectivement qu'on se prête à un jeu de questions-réponses, auxquelles j'essaierai la plupart du temps d'avoir des réponses, sinon le jeu n'est pas drôle. Mais je ne suis pas non plus, comme disait un ancien Premier ministre que j'aime beaucoup, Wikipédia, ni ChatGPT 4, que je n'ai pas sur mon iPhone. Donc il se peut parfois que je n'ai pas de réponse toute préconçue ou toute prémâchée à vous apporter. Il y a certains sujets qu'on va aborder qui sont encore en construction. Et c'est vrai que j'ai à cœur d'être sincère et authentique dans ma façon de pratiquer la politique et d'éviter la langue de bois. Donc si parfois il y a des sujets qui sont encore en cours d'arbitrage ou de discussion, parce que certains sont des sujets lourds et majeurs, je me permettrai de vous le dire avec toute ma franchise. Est-ce une chance ou une malchance? Vous avez, en la qualité de votre ministre, une femme qui d'abord a travaillé quelques années au sein du cabinet du ministre de la Santé, qui a fréquenté les médecins libéraux notamment et bien d'autres professionnels de santé, qui a, pour des raisons très personnelles que je n'ai pas envie d'étaler là parce que ça n'est pas le lieu, mais une admiration absolument sans faille à l'endroit des professionnels de santé, puisqu'ils ont accompagné ma vie et celle d'un de mes parents pendant des décennies. Donc j'ai beaucoup d'affection aussi pour les professionnels libéraux de santé. Vous avez aussi une ancienne entrepreneur, ce qui n'est pas si fréquent chez les ministres, qui a eu l'honneur, avant d'être entrepreneur, de connaître le chômage et qui a été travailleuse non salariée, ce qui n'est pas si fréquent dans un gouvernement non plus. Donc c'est vrai qu'il y a des sentiments, des difficultés, des problématiques sur lesquelles les professionnels que vous êtes achoppent encore aujourd'hui, qui parfois me touchent un peu plus que d'autres qui ont eu des parcours différents. Quand on a été travailleur non salarié, on sait la liberté et la responsabilité qui nous incombe. On sait aussi parfois, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer pas plus tard que la semaine dernière dans un entretien assez approfondi dans l'Express, parfois la vulnérabilité qui accompagne le statut des libéraux. Et donc j'aurai à cœur aussi, notamment dans la fin de nos échanges, de vous parler un peu de ce sur quoi je travaille en ce moment même, ce sur quoi je vais avoir besoin encore et toujours de l'UNAPL pour porter un certain nombre d'améliorations de la qualité de vie des indépendants en général et des libéraux notamment. Quand on a été entrepreneur, on sait l'importance d'un avocat. Quand on a été entrepreneur, on sait l'importance d'un comptable. Et donc, je vous écoutais comme toujours avec attention, cher Michel. Mais il n'y a pas que dans les moments durs qu'on appelle les libéraux. Il y a aussi quand on a un bébé, ce qui est le plus beau moment de la vie, qu'on est entouré des libéraux. Il y a aussi quand on se marie, ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, qu'on est accompagné par des libéraux. Il y a aussi quand on fait pas mal de bénéfices et que sa boîte marche bien, qu'on demande conseil parfois à son avocat pour changer de statut. Donc vous êtes aussi les compagnons de route, parfois des moments heureux et pas toujours des difficultés. Et ça me semble important de le rappeler, cher Michel, ça fait 18 mois aujourd'hui que j'apprécie nos échanges, nos travaux communs, votre implication, celle de l'ensemble des membres de l'UNAPL, de vos équipes. Et comme vous avez eu l'élégance de citer la mienne, je voudrais vraiment remercier votre directrice générale, notamment Chirine Mercier, pour son engagement aux côtés de mes équipes et toutes les femmes et les hommes qui sont engagés à vos côtés. Je veux aussi remercier, parce qu'il est ici,
Cher Geoffroy Caillou, bah oui, derrière des ministres, il y a des femmes, des hommes qui bossent beaucoup. Geoffroy Caillou, évidemment, direction générale des entreprises, avec qui vous êtes en lien étroit. Alors, Geoffroy, vous êtes très élégant. Citez les 2 jeunes femmes qui vous accompagnent. Merci, mesdames, d'être là aussi et merci de votre engagement. Parce que je peux vous garantir que ça travaille beaucoup et qu'il n'y a pas de raison que je porte seul parfois les lauriers quand on a réussi à publier des ordonnances. Le cœur du réacteur est souvent à la direction générale des entreprises. Et comme il est très à la mode de critiquer les administrations, vous avez tout mon soutien. On va donc rentrer dans un jeu de questions-réponses auquel je me prête, et fort heureusement, et ceux qui ne s'y prêtent pas devraient changer de métier. Voilà, j'espère de la bienveillance et soyez pas étonnés si parfois j'ai pas réponse à tout. Je pense pas que ce soit une maladie, je pense même que c'est plutôt bien pour la santé de pas toujours avoir réponse à tout. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Je propose tout de suite que celles et ceux qui vont poser les premières salles de questions, donc le premier chapitre sera consacré au thème de retraite d'un côté et de simplification de l'autre. Donc Christophe Sens, le vice-président délégué cadre de vie technique, vous pouvez monter sur scène. Venez. Alors là, il faut enchaîner. Laurent Boulanja, le président de la commission retraite et prévoyance. Vous pouvez également venir tout de suite sur scène. Et Audrey Chemouli, la présidente de la commission affaires économiques et fiscales. Venez, vous vous installez, vous prenez, il reste 3 sièges, donc vous pouvez vous installer les uns après les autres. Et on va démarrer tout de suite. Alors, on a pris pas mal de retard, je ne vais pas vous le cacher. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous posiez vos questions, les 3 en enfilade, et Madame la Ministre pourra peut-être répondre. On va gagner un peu de temps comme ça. Pour la première question, Laurent Boulanja, on vous écoute. Bienvenue. Merci, bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre. La réforme de l'assiette de la CSG des indépendants, promise dans le cadre de la réforme des retraites, figure dans le PLFSS 2024. Cette mesure a été accueillie très favorablement par l'immense majorité des professionnels libéraux. Nous remercions le gouvernement pour son soutien, même si nous regrettons qu'elle n'ait pas été financièrement conforme à ce qui avait été prévu initialement. Pour une grande majorité de professionnels libéraux, cette mesure, qui permet d'établir une équité contributive entre indépendants et salariés, va se traduire par une amélioration de leur droit à la retraite. Par contre, que prévoyez-vous pour solutionner la situation des 5% de professionnels libéraux qui verront, à contrario, leurs cotisations sociales augmenter avec cette mesure? Est-ce que les caisses complémentaires auront les marges de manœuvre suffisantes pour pouvoir compenser ce point? Merci. Olivier Grégoire, je vous propose de répondre à cette question qui porte sur la retraite. Ensuite, il y aura 2 questions sur la simplification. D'accord. Cher Laurent Boulanja, effectivement, lors de l'annonce de la réforme des retraites, pardon parce que je vous tourne le dos, j'ai pas dit bonjour à Audrey, enfin ça va pas du tout. Lors de l'annonce de la réforme des retraites, la Première ministre a annoncé, et vous vous en souvenez, le souhait d'engager des travaux techniques de concertation pour réformer enfin l'assiette sociale des indépendants. Réforme qu'avec l'UDP, je crois que vous appeliez de vos voeux. Les objectifs sont importants. D'abord, simplifier les modalités de calcul des cotisations, mais aussi des contributions sociales des indépendants et renforcer les droits à la retraite des indépendants, notamment à l'endroit des plus modestes. La concertation, elle a quand même permis de définir des paramètres sur cette réforme et d'en partager surtout les trajectoires. Je veux d'ailleurs saluer votre implication parce que je crois que vous y avez donné beaucoup de temps et d'engagement aux multiples, on va dire, réunions que nous avons organisées. Cher Laurent, on a pris des engagements. Un amendement visant à réformer l'assiette sociale des indépendants a été déposé à l'occasion de l'examen en première lecture du PLFSS 2024 à l'Assemblée nationale. Il ne vous a pas échappé que le PLFSS a été adopté. Il est désormais en ce moment même soumis au Conseil constitutionnel. Cette adoption, c'est une première étape. Ça n'est pas la fin du chemin. Les travaux continuent. Donc ça veut dire qu'on aura encore besoin de poursuivre la réunion avec vous et qu'on aura besoin de l'implication de l'UNAPL sur notamment les volets que vous avez soulevés.
L'entrée en vigueur de la réforme n'interviendra en réalité qu'en 2026 sur les revenus de l'année N-1, ce qui nous laisse un peu, mais pas trop, mais un peu de temps pour continuer la réforme. Je ne voudrais pas oublier un dernier point, c'est la mobilisation de l'UNAPL. Et puis, mon soutien, et d'ailleurs on y reviendra, je n'en doute pas, avec vous, cher Audrey Chemouli, dans quelques instants. Sachez que j'ai lourdement soutenu, au nom du gouvernement, et même porté par amendement, l'extension aux professions libérales de la majoration de 10% à partir du 3e enfant. Il nous reste encore pas mal de choses à améliorer, et nous le ferons dès le mois de janvier en reprenant un certain nombre de réunions avec mon cabinet, et notamment sur les sujets que vous avez abordés. 2 questions sur le thème de la simplification. C'est Christophe Sens qui commence. Madame la ministre, je viens d'une ville pas très loin de Lourdes, Toulouse. Vous croyez au miracle? Et donc, le gouvernement vient de lancer le chantier de la simplification. Si je dis cela, c'est que nombreux gouvernements s'y sont lancés dans le passé, avec des résultats parfois très modestes, pour ne pas dire, certainement dans certains cas, contre-productifs, puisque nous avons vu les normes de plus en plus prendre le pas dans nos différents métiers. Alors, mes questions sont assez simples. Tout d'abord, en quoi cette nouvelle ambition de simplification est-elle différente des fois précédentes? Et deuxièmement, concrètement, pour les professionnels libéraux, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et non pas dans quel horizon, parce que l'horizon, c'est toujours quelque chose de trop lointain et d'inatteignable, mais je dirais dans quel délai plutôt. Première question. Audrey Chemouli, je vous propose de poser votre question tout de suite. Alors, Madame la Ministre, effectivement, dans la simplification, 2 mesures n'ont pas simplifié ma vie, puisque moi, vous savez que je suis avocate. Et donc, je passe 4 heures en visio à expliquer 2 problématiques aujourd'hui par jour. Sur les rémunérations des professionnels libéraux. Donc, la première problématique que les professionnels libéraux ont aujourd'hui, c'est une doctrine qui a été rapportée, donc la doctrine Cousin. On est passé à une nouvelle doctrine sur les rémunérations techniques des associés de SEL. On nous avait promis des éclaircissements. On a eu une première salve d'éclaircissement, mais qui est intervenue très tard, et on est censé voir ça appliqué au 1er janvier. On n'a toujours pas les éclaircissements sur l'intégralité. Et une deuxième problématique qui est issue là de la Cour de cassation, qui a taxé ou fait rentrer dans l'assiette des cotisations les dividendes versés entre une société d'exercice libéral et sa holding, au mépris de la personnalité morale de la société. Et ça met en danger de façon très importante les montages qui sont faits. Et à l'heure où on nous demande de nous structurer, à l'heure où on nous demande d'être plus forts et de se regrouper, et qu'il y a des choses dans lesquelles je sais que vous croyez beaucoup, on a l'impression qu'on est toujours renvoyé à un exercice libéral indépendant et qui est un peu obsolète aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Simplification. D'abord, j'adhère à vos propos, cher Christophe Sens. Et puisque vous avez mentionné Lourdes, oserais-je vous dire que je ne crois pas aux cathédrales de simplification. Et j'adhère assez à ce que vous avez dit. Et a posteriori, j'ai beaucoup mieux compris depuis que je suis élu député puis ministre, mais surtout député, pourquoi aussi, comme vous l'avez dit, c'est une forme d'hydre ou parfois de mythe de Sisyphe en réalité. Le temps qu'on écrase possiblement 20 normes, 40 seront nées. Donc c'est un sujet qui me préoccupe depuis de très longues années. Je pense néanmoins qu'il faut faire des choses, donc je vais y revenir. Mais je me permets de mentionner, parce qu'on est quand même dans un grand sérail ici, et on a carte blanche pour les neurones ce matin, hein, aujourd'hui. Bon. Il y a quand même un sujet, et il y a beaucoup d'avocats aussi, lié à notre pratique de la Constitution et à la vie des institutions. Moi, j'ai appris, avant j'étais une citoyenne entrepreneur, je n'étais pas la plus calée sur la Constitution et le fonctionnement de la fabrication de la loi. Mais vous voyez, j'ai porté une loi économique très importante en 2018 qui s'appelait la loi Pacte. Cette loi, quand j'ai eu fini de l'écrire avec les services,
on était à quelques dizaines d'articles, entre 30 et 40. Cette loi, une fois qu'elle est sortie de la navette parlementaire, Assemblée, Sénat, retour Assemblée, retour Sénat, puis validation définitive, avait fait fois 5 à peu près. On finit aux alentours de 140 articles. Et donc, je n'incrimine personne, il faut être très clair. Mais j'ai appris à voir aussi, et je trouve ça important de se le dire, parce que parfois on se dit notre démocratie elle ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Bon. En réalité, le nombre, quand vous portez amendement, c'est quand même votre mission en tant que député, vous portez amendement, si votre amendement passe, il est transformé en article. Très souvent, on a un certain nombre de précisions, la plupart légitimes, portées par les parlementaires, mais qui créent avec de bonne volonté. Par exemple, l'idée de... on va considérer que toutes les entreprises au-dessus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, par exemple, vont être obligées de... En réalité, si on passe de 10 millions à 15 millions, c'est un amendement qui se transforme en article. Et donc, ça crée tout de suite soit des effets d'aubaine, soit des effets de bord, en tout cas des effets de seuil. Et donc, dès que vous mettez des effets de seuil, ça crée de la complexité, parce que vous avez ceux qui sont en amont de l'effet de seuil ou en aval de l'effet de seuil. Et donc, c'est quand même intéressant de voir comment, peu à peu, en partant d'un texte à peu près compréhensible à hauteur d'être humain, on se retrouve avec des textes qui sont devenus obèses. Voilà. Et donc, moi, j'assume de dire qu'il y a un sujet dans la fabrication même de la loi en matière de complexité. Vous voyez, il y a un truc qui m'a toujours frappé. J'ai été quand même 3 ans et quelques député à la commission des finances. C'est quand même incroyable, et je ne suis pas sûr au final que ça serve la qualité du débat démocratique, et je me permets de le dire, ici on a le droit, ça l'inspire même. Un amendement qui est porté en première lecture en commission à l'Assemblée nationale, et qui est rejeté. C'est 2 minutes d'expression en commission, 5 minutes en séance. Un amendement qui est au démarrage de la discussion parlementaire, dont on sait qu'il ne volera jamais, qu'il ne passera pas au Sénat ou qu'il ne passera pas à l'Assemblée en hémicycle. Cet amendement, il va faire 9 allers-retours alors qu'on sait qu'il est mort-né. C'est à peu près 5 minutes par amendement. Au total, 9 fois 5, 45. 45 minutes sur 7 amendements mort-nés. La loi Pacte, j'en avais 2000. Si on cherche la complexité, là, il y a des choses à faire. Et le temps aussi utile du politique, qui doit être de légiférer pour changer et améliorer la vie des gens. Pas pour se faire plaisir à porter des amendements qui sont mort-nés. Donc, je me permets, parce que je sais que je suis entouré de sachants sur ces sujets-là, il y a quand même un vrai sujet au milieu de la pièce qui est dans la façon dont on fabrique la loi. Sur la simplification, et vous comprendrez mieux pourquoi maintenant, je suis beaucoup plus obsédé par la question de flux que par la question de stock. Pourquoi ? Je n'aime pas, j'aime pas beaucoup du tout même la démagogie. Et en fait, je n'aime pas la tendance actuelle dans le débat public, et d'ailleurs partout en Europe, à dézinguer la norme. C'est très tendance. Vous avez remarqué, il y a 10 ans, c'était le French bashing. Vous alliez à New York, dans n'importe quel dîner, on disait « Ah, vous êtes française ?» Oui, vous aviez d'autres Français autour de vous, et c'était les Français qui cassaient le plus de sucre sur le dos de la France. Aujourd'hui, il y a une tendance, c'est la norme bashing. C'est très tendance pour être à la mode dans les dîners mondains. Non, mais il y a trop de normes, c'est trop lourd, les entrepreneurs ne peuvent pas, les Français n'en peuvent plus, quand on doit construire sa maison, il y a 150 normes. Il y en a peut-être trop. Mais il n'y a pas que des normes délétères. Il y a des normes qui protègent. Il y a des normes qui portent. Vous voyez, c'est Noël bientôt. Moi, ma fille, elle n'a pas 2 ans. Je suis contente d'avoir des normes aux douanes qui font que quand je lui achète un joujou, je sais qu'elle ne va pas cramer avec le joujou. Je suis contente quand j'achète un déguisement fabriqué en France, de savoir que le tissu, il n'est pas dangereux pour ma fille. Il n'est pas bourré de substances. Bon. Et donc, il y a toute une tendance en ce moment, un peu facile, de trop de normes, faut tuer les normes. Derrière chaque norme, il y a souvent eu des raisons. Et je le redis, il y a des normes qui protègent.
Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont contentes d'un certain nombre de normes. Donc moi, je n'ai pas de discours à l'emporte-pièce sur les normes. En revanche, je pense que, CF le point 1, dans la fabrication même de la loi, il y a des choses qui manquent cruellement. Et par mon expérience de député, pour avoir porté amendement souvent, vous voyez, le nombre de fois où j'ai porté des amendements dont j'étais convaincu, mais avec très peu de visibilité sur l'impact que ça aurait réel des TPE, des PME, je m'en suis souvent rendu compte quand je portais amendement, parfois vous trompez à hauteur de 50 ou 100 millions, ce qui est grave. Et la réalité, c'est que nous manquons cruellement d'analyse en amont de la loi sur l'impact, pas l'impact en général, mais l'impact de la construction de ces nouvelles normes, précisément sur le corps TPE-PME. On raisonne les entreprises. Mais il n'y a rien de commun entre une entreprise du CAC et une entreprise d'artisanat d'art de 3 collaborateurs. Et donc il est indispensable, ce qui ne vous a toujours pas échappé, qu'on n'a pas que des entrepreneurs dans l'hémicycle. Et donc il est indispensable, comme les Allemands l'ont fait, comme les Pays-Bas l'ont fait, et je vais le porter, et j'y travaille tous les jours en ce moment, que nous créions quelque chose que l'Europe appelle de ses voeux, qui s'appelle test PME, je vous rassure, ça embarque les TPE, mais qui, aussi bien du côté exécutif que législatif, puisse faire en sorte que la loi ou le projet de loi, la PPL, soit précisément analysée à l'aune de l'impact qu'elle a, pas sur les entreprises, mais sur les toutes petites et les moyennes entreprises. Test PME, il y a beaucoup de littérature au niveau européen, c'est très intéressant. La temporalité européenne logique est assez longue. Elle appelle test PME de ses voeux. Je pense que la France doit accélérer là-dessus, qu'on doit et qu'on peut le faire dès 2024. Ce qui est compliqué en vrai, c'est qu'il faut que ce soit aussi opérant pour les membres de l'exécutif que pour les députés. Donc ça suppose aussi que je négocie un peu avec la présidence de l'Assemblée nationale, par exemple. Comment faire en sorte que les députés aient, comme les ont les députés allemands ou les députés hollandais, un conseil, un sérail, un lieu où, pardonnez-moi la DGE, mais je sais que vous êtes raccord, ce ne sont pas les administrations qui s'occupent des entreprises qui donnent leur avis, mais des vrais entrepreneurs, avec un collège, un conseil d'entrepreneurs. Ça se passe comme ça en Allemagne. Pour ceux que ça intéresse, formidable rapport sénatorial publié il y a quelques mois maintenant sur la simplification de nos entreprises qui traite très largement ce sujet de test PME, qui détaille ce qui est fait en Allemagne et aux Pays-Bas, que je suis en ce moment même en train d'expertiser, en vue de le porter en 24. L'idée, c'est vraiment qu'est-ce que ça impacte sur des entreprises de quelques dizaines de salariés, bien sûr en termes de charge de travail, mais aussi en termes de coûts financiers. Je suis très obsédé par ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'embarquera pas quelques propositions de simplification, évidemment, sur le stock de normes. Et donc, on a besoin, en un mot, des professionnels libéraux, mais il faut changer la matrice au-delà du flux. Sur les questions posées par Audrey Chemouli, alors il faut que j'accélère, ce qui est difficile, mais d'abord, félicitations pour votre récente élection. Merci. Bah oui, au Conseil national des barreaux, même si je sais que ce n'est pas la première fois, c'est quand même... Voilà, ben non, mais c'est mérité. Et merci aussi pour votre email. Je vous rassure, on n'a pas une correspondance personnelle. Mais il faut savoir que Audrey Chemouli, je lui ai demandé de m'aider. Parce qu'il faut toujours se poser la question de qui coach le coach, voilà, en entreprise comme quand on est ministre. Et moi, j'ai besoin d'inspiration. Il y a des choses que je ne maîtrise pas, ou je n'ai pas le monopole des bonnes idées. Donc j'ai demandé à Audrey Chemouli, il y a quelques semaines maintenant, un peu plus, de me faire remonter les questions que se posaient les professionnels libéraux dans le cadre de leur congé maternité. J'y reviendrai à la fin de notre échange. Merci de votre contribution qui est très précieuse, qui me fait avancer, qui nous fait avancer, puisque je porterai des propositions dans l'année qui vient. J'en viens à votre interrogation à laquelle je suis particulièrement attentive. C'est un sujet assez technique, mais néanmoins absolument majeur, notamment sur l'avis de la Cour de casse. J'ai porté l'ordonnance du 8 février 2023 pour encourager l'exercice en société. Les sujets que vous avez évoqués sont quand même assez techniques, donc pardonnez-moi, mais je fais un retour un peu technique.
Vous avez pu échanger récemment avec l'administration fiscale. Des questions demeurent, je le sais, et mon collaborateur aussi. Et je vous propose qu'on se fasse une réunion dans les semaines qui viennent, si vous êtes disponible, parce que je sais qu'on n'a pas terminé le travail, avec les services de Bercy et avec mon cabinet. Concernant l'arrêt de la Cour de cassation, en lien avec la direction de la sécurité sociale, mon cabinet est mobilisé et la portée de l'arrêté est examinée en ce moment même. Et donc je vous propose et je vous enjoins d'accepter cet échange, puisque dans les semaines qui viennent, on aura plus d'éclairage. Mais sachez que je suis mobilisé et très en alerte sur cet arrêt de la Cour de cassation, dont les velléités un peu orthogonales ne m'ont pas échappé. Merci à tous les trois. Je vous libère et j'invite Denis Rénal, le vice-président délégué droit, et Mylène Pérez, la trésorière générale expertise comptable, à nous rejoindre. Bienvenue à tous les deux. Merci. Mylène Pérez, c'est vous qui commencez sur la facturation électronique, je crois. Bonjour Madame la Ministre. Alors nous on a une petite question sur la facturation électronique. C'est dans le prolongement des travaux et du report de calendrier qu'on a observé, on se pose toujours les questions suivantes, c'est de savoir dans quelle mesure le système de la facturation électronique va permettre de simplifier la vie des chefs d'entreprise TPE que nous sommes. Et nous qui manipulons de la data profession réglementée soumis au secret professionnel, dans quelle mesure cette confidentialité va être garantie en passant par les flux de facturation électronique? Madame la Ministre, je vous informe juste qu'il est moins le quart. Ouais. Donc, Il nous reste... il nous reste 15-20 minutes et voilà. Très bien. Il faut qu'on aille assez vite. C'est mon rôle qui est sympathique, hein, je suis désolé. C'est moi qui suis pas facile, vous n'êtes pas le premier à me le dire. Mais après, je trouve ça passionnant, donc c'est plutôt encourageant. La généralisation de la facturation électronique, c'est quand même un enjeu très important, vous le savez possiblement mieux que moi. 8 millions d'entreprises qui échangent chaque année, aux alentours de presque 3 milliards de factures. C'est une opportunité qui, et ça ne va pas sans dire, suppose aussi des questionnements, notamment en matière de développement. Ça doit quand même permettre de renforcer un peu la compétitivité de nos entreprises en faisant gagner du temps via la dématérialisation. Le coût d'une facturation, merci infiniment, c'est adorable. Le coût d'une facturation électronique pour une entreprise, c'est moins de 1 euro. Là où vous le savez là aussi mieux que moi, et je m'en excuse, c'est aux alentours, je crois, de 7 euros pour une facturation physique papier. Après, on n'est pas tous égaux face à ces grands chantiers. Et effectivement, les TPME doivent être plus accompagnées que les autres entreprises sur ce sujet-là. Le gouvernement a donc, et j'y ai modestement contribué, notamment en arguant qu'il fallait plus accompagner les petits, ce que je crois profondément. On a accepté, on propose de mettre en œuvre un calendrier de déploiement qui soit un peu décalé pour permettre justement aux entreprises de mieux se préparer, à commencer par les petites. J'ai aussi le sujet des délais de paiement en tête, qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Hein. C'est à peu près 15 milliards de trésor qui est dans la nature. C'est pas anodin. Hein. Deuxièmement, l'Observatoire des délais de paiement qui est public et qui publie des analyses absolument passionnantes est très clair. Hein. Les TPME sont les premières à payer, les dernières à l'être. Moi, je veux bien qu'on parle de justice économique et sociale. Ça, c'est pas juste. Et bien souvent, et ça, c'est l'avantage d'en avoir été, et on me l'a fait quand je dirigeais ma TPE, l'argument du « Ah mais oui, mais le format sous lequel vous avez envoyé la facture ne correspond pas au format de nos systèmes d'information, donc pouvez-vous nous réadresser la facture ?» Et comme ça, on perd 3 mois, et ça fait de la trésor, et ça met en risque létal un certain nombre de TPME qui sont en attente de paiement parce que le système d'information est aussi un formidable prétexte pour décaler des paiements.
Donc ça a un gain de compétitivité, ça a aussi, je crois, un impact sur ce qu'on nous sert souvent, c'est-à-dire la raison, c'est le problème de l'interopérabilité des systèmes d'information pour le paiement comptable. Donc là, on se dit que ça va quand même un peu faciliter les choses. Pour autant, il faut qu'on accompagne plus les petits. On a à cet endroit plusieurs démarches qui ont été engagées. La communauté des relais, depuis septembre 2022, y travaille. La Direction générale des finances publiques, que d'ailleurs, avec 150 entités volontaires, dont l'UNAPL et dont beaucoup de fédérations professionnelles sont en train, en ce moment même, d'y travailler, et d'améliorer la coordination des actions de sensibilisation qui sont menées auprès de toutes les entreprises, et je le redis, notamment auprès des petites. Il y a les référents facturation électronique dans chaque direction locale des finances publiques. La Direction générale des finances publiques a créé le 17 octobre dernier un nouveau groupe de travail qui associe toutes les fédérations professionnelles désireuses de travailler sur ce sujet et de faire partie aussi du dispositif d'assistance au démarrage. La première démarche commune, elle est engagée dès novembre 2023. On a lancé une enquête destinée à cerner de façon beaucoup plus précise les attentes et les besoins des entreprises en matière d'accompagnement. Cette enquête, elle court jusqu'à janvier 24. Je ne manquerai pas de la partager avec vous, évidemment, et avec l'ensemble des membres du groupe de travail. L'UNAPL est au cœur de ce groupe de travail et je sais que vous porterez la voix des TPME. Donc, on suit ça de très près, avec un tropisme volontairement micro. Et sur votre interrogation, sachez quand même que le dispositif a fait l'objet d'une concertation très large, associant l'ensemble des parties professionnelles et des organisations professionnelles. Et ça a permis de prendre en compte, pardon, on est vendredi, le sujet absolument majeur du secret professionnel, qui a été remonté d'ailleurs par l'UNAPL, mais aussi beaucoup d'autres fédérations professionnelles. Et le dispositif, que ce soit la facturation électronique ou le e-reporting, sera respectueux des obligations qui s'imposent aux différentes professions concernées relatives au secret professionnel. Je vous remercie. Merci. Denis Rénal, on va parler de la reconnaissance du fonds libéral. Alors, je crois que vous êtes avocat, vous allez nous prouver que vous pouvez poser une question concise. Oui, bonjour Madame la Ministre, merci. Oui, c'est le mérite du dernier intervenant, c'est justement de devoir faire concis et néanmoins assez clair. On a fait des citations depuis tout à l'heure, moi je vais vous citer, puisque vous avez rendu une interview très intéressante dans l'Express du 6 décembre, je crois, dans laquelle vous dites « Reprendre, c'est un acte entrepreneurial, il faut le dire haut et fort ». Alors disons-le haut et fort, mais comment on fait pour les professions libérales qui aujourd'hui n'ont pas le fonds libéral, sacralisé finalement par un texte ou par une loi? C'est la première question. Puis très rapidement, je profite pour en glisser une autre derrière. Le PLF pour 2022, elle est un peu d'ailleurs en écho à cette problématique du fonds libéral, a prévu l'amortissement pour les fonds de commerce. On a agi pour faire reconnaître cette possibilité aussi pour les fonds libéraux. Ça va jusqu'en 2025. Est-ce qu'une pérennisation du système après 2025 est une option éventuellement sur la table? Vous avez de saine lecture, maître. Merci Denis. On avait prévenu que vous pouviez poser des questions très très longues. Et en plus, bravo. vous êtes très élégant, parce que le retard que nous avons pris, et Oui, merci oui, Thomas, vous n'y êtes pour rien. n'est pas lié à ceux qui posent des questions, je crois. J'ai l'impression que c'est plus lié à celle qui répond aux questions. Je dirais que le préambule, pour parler d'intelligence artificielle, mais c'était passionnant, mais bon, voilà. Si je dois faire un peu d'analyse... Ça fait 45 ans qu'on a du mal à me faire rester dans mon champ, donc je crains que ce soit un vain combat, et puis c'est plutôt sain que les femmes et les hommes politiques s'intéressent à d'autres trucs que ce qui est dans leur bien périmètre. d'accord avec vous. Et à la société, pardon. Allez, reconnaissance du fonds libéral. Le fonds d'exercice, alors sur reprendre, oui, je suis en train de bosser, je porterai des propositions l'année prochaine. Transmission reprise. Hein. Ça, c'est pareil, je la fais courte, mais on a quand même un petit tropisme. Transmission reprise, quand tu parles de sujet aujourd'hui, on te parle du pacte Dutreil. OK. Il y a aussi des transmissions reprises qui ne concernent pas des ETI familiales. 25% des dirigeants TPME ont 60 ans et plus. 11% des dirigeants TPME ont 66 ans et plus.
C'est pas un sujet démographique, c'est un sujet fondamental au plan économique. Ce sont des centaines de milliers de boîtes qui vont être cédées, transmises, et derrière, les compétences, les savoir-faire des femmes et des hommes qui les tiennent. Je pense notamment aux TPE de l'artisanat. Dans la guerre des compétences qui est devant nous, le sujet transmission-reprise est absolument central. Le fonds d'exercice libéral est à ce jour encore une construction jurisprudentielle. Je vous le disais l'an dernier lors de votre congrès, je suis convaincu qu'il convient d'offrir un cadre juridique qui soit plus sécurisant en définissant la notion de fonds d'exercice libéral par la loi et en instaurant par là même un régime légal adapté aux réalités des professionnels libéraux. À cette fin, on a organisé une consultation spécifique dédiée à ce sujet au cours du second semestre 2023. Les nombreux retours que nous avons reçus, et là aussi je remercie l'UNAPL pour les siens, témoignent de l'intérêt qui est porté à ces travaux et vous en faites aujourd'hui l'écho. L'analyse de ces retours est encore en cours. Nos travaux vont se poursuivre dans les prochains mois et je peux vous garantir que nous y travaillons ardemment avec mon conseiller, M. Salah. S'agissant de la mesure plan indépendant permettant l'amortissement fiscal que vous avez mentionné, elle est applicable aux fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Je sais que vous êtes des femmes et des hommes très sérieux qui êtes dans l'anticipation plus que la réaction. Pour autant, vous m'accorderez que le terme est encore un peu lointain. Et donc, dans un souci aussi d'efficacité de l'action publique, on va quand même évaluer le dispositif. Et à partir de cette évaluation qui est logique, on se prononcera sur la demande qui est faite. Ça veut dire que je n'ai ni a priori positif, ni a priori encore moins négatif sur cette pérennisation. Mais quand vous voyez à quelle vitesse va le monde, c'est un sujet qu'on réabordera en 24, mais comptez sur moi pour apporter une réponse précise. On a encore un petit peu de temps. Je ne botte pas en tout, je vous dis juste qu'on est en train d'analyser, et ça me semble important, d'évaluer, voir aussi si on peut l'améliorer. Et on portera des propositions dès l'année prochaine. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va ouvrir le troisième chapitre de cet échange. Il sera question de l'indépendance des professionnels libéraux. Voilà, il y a une thématique, évidemment, une thématique qui vous touche particulièrement. François Blanche-Côte, vice-président délégué santé, et Philippe Besset, bienvenue, membre du bureau de l'UNAPL. François Blanche-Côte, c'est vous qui commencez. Madame la ministre, merci beaucoup. Plus qu'une préoccupation, et c'est quand même évidemment une inquiétude, c'est un mot que le président Michel Picon a prononcé à son ouverture de discours, c'est l'indépendance. Aujourd'hui, on est attaché à notre indépendance, on est attaché à cette valeur, et donc aujourd'hui, effectivement, que ça soit dans les professions de santé, au travers peut-être des finances, au travers des investissements qu'on a besoin. Le fait qu'on ait travaillé avec la DGE, effectivement, pour l'écriture de cette ordonnance, avec tous vos services, on a cette inquiétude sur le poids de la finance dans nos secteurs. On voit qu'un certain nombre de structures, évidemment, peuvent être impactées. Et donc, aujourd'hui, on voudrait savoir à quel point ça peut, dans votre tête, peser sur nos exercices et comment, si malgré le fait que cette ordonnance a permis, en tout cas, une donnée satisfaction globalement, comment aujourd'hui vous voyez un peu cet inconvénient ou ce poids général qui peut peser sur nos structures et donc effectivement être attentif à la manière dont cette ordonnance pourra être mise en œuvre et appliquée au sein des professions libérales. Merci Madame la Ministre, merci pour votre réponse. Merci à vous, cher François Blanche-Côte. Votre question, elle est essentielle et puis elle me préoccupe encore plus que d'autres. Vous l'avez dit, le gouvernement, enfin en tout cas je vous le confirme, vous ne l'avez pas dit, c'est à moi de le dire, mais je vous confirme que le gouvernement est très attaché à l'indépendance des professionnels libéraux. C'est d'ailleurs tout le sens de l'ordonnance que vous avez mentionnée sur l'exercice des professionnels libéraux réglementés en société. On a quand même, je me permets parce que ce n'est pas toujours le cas, moi j'ai la chance de connaître et de travailler avec beaucoup d'écosystèmes. On n'a pas toujours la même qualité de travail. C'est pas toujours évident de mener une concertation pendant 24 mois de façon constructive. Cette ordonnance, c'est quand même 2 ans de concertation constructive, si je puis me permettre,
calme, précise. Et cette ordonnance, elle simplifie, elle clarifie, elle rend plus lisible, plus sûr aussi le cadre juridique applicable à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Il y a aussi de nouveaux outils, et vous le savez, de développement aux professionnels et un renforcement de la protection de l'indépendance des professionnels libéraux. Des dispositions nouvelles, et vous le savez, mais j'insiste, ont été introduites pour renforcer l'indépendance des professionnels libéraux. Cette ordonnance va rentrer en vigueur le 1er décembre prochain. J'ai dit décembre, pardon. Excusez-moi, docteur Salah. Je suis surveillé, hein, vous avez vu. 1er septembre. Bon, il faut que j'y pense, c'est pour mon anniversaire à peu près, vous voyez. Je vous en remercie. Et les textes d'application sont en cours de préparation. Il y a aussi un sujet d'appropriation des éléments de cette ordonnance par l'ensemble des professionnels libéraux. Et donc, pour améliorer cette appropriation et faire vivre les éléments de cette ordonnance, il y a tout un travail qui est mené notamment avec la Direction générale des entreprises, là encore, où on a bâti à Bercy, avec la coopération des libéraux, des guides pratiques très précis, un par famille professionnelle, pour justement faire en sorte que les dispositions de cette ordonnance soient vraiment bien appropriées par l'ensemble des professionnels libéraux. Et comme on sait que c'est pas Noël, mais c'est quand même important, ce 31e congrès de l'UNAPL, sachez que les guides pratiques dont je vous parle sont publiés depuis aujourd'hui sur le site de la Direction générale des entreprises, que je remercie. On se disait qu'il n'y avait pas de hasard, mais que des rendez-vous. Rendez-vous sur le site de la DGE. Les guides pratiques sont publiés pour favoriser l'appropriation. Et là aussi, j'ai besoin de vous et de la caisse de résonance de chacun des ordres pour faire en sorte que ces guides pratiques soient utiles, efficaces pour les acteurs libéraux. Alors justement, vous avez ici le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Philippe Besset, votre question. Alors, Madame la Ministre, mon métier de pharmacien est né en 2009. C'est Roselyne Bachelot qui l'a créé. Très étonnant parce que forcément, vous avez l'impression que ça existait avant, mais avant, nous étions définis en négatif dans le Code de la santé comme étant uniquement les gens qui, en fait, personne d'autre que nous n'avait le droit de délivrer des médicaments. Elle l'a fait exister en positif, c'est-à-dire elle a dit voilà quelles sont les missions du pharmacien. Et donc, en fait, nous sommes arrivés à exister en tant que personne physique. Par rapport à une personne morale qui était l'entreprise officine. Et ce sera ma question à vous. En tant que personne physique, en tant que donc, pharmacien, je suis à la fois un dirigeant d'entreprise et vous voyez dans l'intitulé de votre ministère, fort long, mais on ne parle que des sociétés, que des entreprises. En fait, même notre syndicat UDP, ce sont les syndicats des entreprises de proximité. Je suis également un entrepreneur, je suis également, au-delà d'un dirigeant, un travailleur. J'exerce un métier. Aux États-Unis, on dirait que je suis self-employed. En France, on dit, vous l'avez dit tout à l'heure, on est un travailleur non salarié. On est défini en négatif. C'était aussi quelque chose que vous avez rappelé et qui est au-delà au terme, il est important pour nous d'avoir cette définition positive. À partir de cette définition positive, effectivement, tout ce que vous abordez, toute votre réflexion prend un sens. On a des problématiques de prévoyance, on a des problématiques sociales, on a des problématiques de garde d'enfants, on a des problématiques d'accès au crédit immobilier, on a des problématiques d'accès à l'assurance par rapport... Donc, toutes ces problématiques sont liées au fait que nous n'existons pas. Audrey en a parlé aussi un petit peu dans son propos par rapport à qu'est-ce qu'on est dans le dirigeant, qu'est-ce qu'on est en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc voilà ma question. Un autre point, une incise, pardon, mais je profite que vous soyez là. Nous avons des droits en tant que travailleurs indépendants, des droits importants. Nous sommes les seuls à avoir le droit de travailler plus de 48 heures. Mais nous sommes également les seuls à transmettre la valeur de notre outil de travail. Et ça, c'est également important. Donc, effectivement, et vous avez rappelé votre attachement et votre vigilance sur les normes,
Philippe, il ne faudrait pas que nous votre sommes- question soit beaucoup plus longue Non, que celle d'un ai avocat. quand J'en ai même. une minute. J'en ai pour une minute, Il je est temps de la termine. poser. Je termine sur mon incise. Donc on a des bruits d'une loi Macron 2. On sait que des gens travaillent, des députés travaillent, M. Ferracci, M. Kasbarian, M. Lacresse travaillent sur ces textes. Il faut faire attention à ces lois qui protègent le public parce qu'elles sont utiles et qui protègent également, d'une certaine façon, les professionnels qui s'engagent dans le... Donc voilà. Donc ma question, c'est quel est l'avenir? Quel est l'avenir? Quel est l'avenir? Est-ce qu'on va pouvoir avoir l'an prochain une définition d'un travailleur indépendant? Et est-ce qu'on peut compter sur vous pour être notre avocat dans les années et les temps à venir? Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par le début, parce qu'il y a 2 questions dans la question. Enfin, 2 suggestions, point de vue. Je trouve assez fou la façon dont on continue en bientôt 2024 à légiférer avec les mêmes lunettes qu'en 1980. Alors attends, c'est censé se finir à quelle heure que je fasse ça? 13h. Donc c'est censé être fini. C'est censé être fini. Ah bah on est mal. Il est même 13h05. Bon, vous me donnez 5 minutes? Allez-y. Enfin, moi, je vous donne tout le temps que vous voulez. Si on peut tenir 20 minutes encore. Mais mais je pense que vous avez un calendrier relativement Non, serré. puis après, moi je suis comme tout le monde, je suis de mauvaise humeur quand j'ai faim. Donc, il y a déjà beaucoup de mauvaise humeur dans ce pays, je voudrais pas en rajouter. Non, mais en revanche, je suis remonté assez loin dans la réflexion sur les indépendants et ça fait maintenant plusieurs mois. Et il y a des choses que vous dites que je trouve particulièrement fortes. Vous voyez, depuis maintenant des années, je suis membre du gouvernement et puis au Parlement. Et donc j'entends, j'écoute, je vois ce qu'on vote. Et donc je vois améliorer le congé paternité. J'en suis ravi. D'ailleurs, mon mari en a bénéficié, c'était super. Je vois améliorer conciliation vie pro, vie perso dans la fonction publique. Je vois la considération de la parentalité dans l'entreprise salariée. Et je vois aussi que pendant qu'on est toujours dans une forme de binarité, salarié, fonction publique, salarié, fonction publique, il y a dans ce pays des femmes et des hommes qui sont déjà, mais qui vont être largement plus, de 4 millions d'ici à 2027. Il s'avère que mes parents en étaient, des travailleurs non salariés, indépendants, commerçants, et puis VRP pour ma maman. Et il s'avère que c'est le statut que j'ai eu que j'ai pris quand j'ai monté mon entreprise, une TPE. Et c'est vrai que j'essaye d'avoir les oreilles ouvertes et les écoutilles ouvertes sur les changements du monde et de notre pays. Et qu'en vrai, il y a plein de mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des super nouvelles dont on ne parle pas. Parmi les super nouvelles, il y a la cote qu'a aujourd'hui l'indépendance et la quête de liberté. Quand j'ai démarré ma carrière, je l'ai démarré au service d'information du gouvernement. En 2003, on avait fait une très grosse étude, 10 000 répondants, auprès des jeunes. Première volonté pour leur avenir, sécurité de l'emploi, fonctionnaire. On était quelques années après 98, 2e ou 3e velléité, grand sportif, grand footballeur. Mais indépendant, c'était en queue du tableau. Il y a une quinzaine de jours, la BPI a sorti une super étude qui est publique sur des indicateurs des entreprises de France, vraiment à hauteur de TPME, et a interrogé énormément de gens. 32% des Français, au moment où on se parle, sont dans une dynamique entrepreneuriale vers l'indépendance. Ça veut dire ont l'intention, sont en train ou ont déjà créé leur structure d'indépendance. Alors, si on prend la courte vue, on dit « Ah bah le Covid est passé par là, les gens sont en quête de sens ». Je crois que c'est plus complexe que ça. Le Covid a accéléré un certain nombre de choses, mais je crois que c'est préalable à ça. On a
toute une génération qu'on peut entendre, que je ne crois pas fainéante. C'est un peu comme les normes. C'est un peu facile de dire les jeunes, ils sont fainéants, ils veulent pas travailler. Je suis pas du tout d'accord. Ils veulent peut-être pas travailler exactement comme nous, où leurs grands-parents ont bossé. Le métro, boulot, dodo est quelque chose qu'ils ont vu, qu'ils ont parfois subi. Moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas vu ses parents. Et ils veulent juste pas reproduire la même chose. Je suis pas sûr que ce soit condamnable. C'est plutôt intéressant. Et puis moi, j'aime la liberté. Je suis assez libéral depuis longtemps. Et en fait, il y a quelque chose qui a changé dans le raisonnement. Quand il y a 25 ans, et puis la génération d'avant, il y avait un triptyque. Et vous l'avez tous entendu, je suis certaine. Il faut que tu travailles à l'école pour avoir un diplôme, parce que le diplôme, ça t'ouvre la porte du CDI. Il fallait le I pour avoir, au-delà de la fierté de ses parents, accès chez son banquier au crédit et se mettre, ma grand-mère m'a élevé avec ça, un toit sur la tête. Donc vous voyez, scolarité, diplôme, sécurité de l'emploi, accès à la propriété. C'est pas que le Covid qui chamboule tout. Ce qui chamboule beaucoup de choses, c'est les aspirations des gens d'aujourd'hui et notamment de notre jeunesse. La volonté de choisir son temps de travail, sa capacité de travail, les moments qu'on vit avec sa famille, de choisir parfois le sens versus la rémunération. 92% des salariés de moins de 30 ans, 92% sont en quête de sens. 59% sont en quête de rémunération. Alors attention, hein, je ne dis pas, contrairement à ce que certains veulent entendre, que si tu vas vers le sens, tu gagnes plus d'argent. On peut aussi imaginer avoir des activités qui ont du sens et qui peuvent être rémunératrices. Mais quitte à choisir, alors que c'est pas ce qui se passait. Moi, quand je suis sorti de Sciences Po en 2000, tout le monde voulait un salaire. Le sens n'était pas un sujet. Et je ne parle pas de 1970. Et donc, quand je regarde comment on légifère, vous voyez, quand on parle de prêt à taux zéro, quand on se décarcasse pour essayer d'améliorer, et Dieu sait s'il y a du boulot, l'accès à la propriété, quand on légifère avec une loi travail sur les conditions de travail des salariés en CDI, je me dis, on est en train de louper deux choses. On est en train de louper l'explosion d'une tendance qui est, à mon sens, structurelle en faveur de l'indépendance et du self-employed. Et d'ailleurs, les États-Unis sont très souvent en avance sur nous, en général, et en sont une illustration. Et on est en train aussi de louper la mutation des aspirations. On est entré dans une société de l'usage versus la propriété. Je peux faire 4 heures là-dessus, mais je ne ferai pas. Mais c'est un énorme sujet. Ce n'est pas un sujet anodin. Ça change tout, la société de l'abonnement. Ça change tout. On veut pouvoir se servir d'un objet à un instant T. On n'est plus dans l'obsession de l'acheter. C'est une discussion que j'ai avec mon beau-père qui a 82 ans. C'est passionnant. Il y a 3 mois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu es allé acheter cette tronçonneuse? Tu vas tronçonner un arbre dans ton jardin. Le truc, tu l'as payé 400 €. Et il me dit, mais t'as raison, j'aurais dû le louer. Bah oui. Et la réalité, c'est que on loue nos voitures, on loue un chef à domicile, on loue chez Decathlon, qui est très en avance là-dessus, des affaires de sport. Bah, ta gamine fait du judo en 3e, puis elle a décidé de faire de la danse en seconde, donc plutôt que tout racheter, on va te changer l'abonnement. C'est vraiment un changement de modèle. Mais c'est un changement ils sont passés de extrêmement fort. Vendre le plus de produits possible au plus grand nombre, le moins cher possible. C'est la société de l'abonnement. 1500 milliards de dollars de chiffre d'affaires à horizon 2025. Je vous donne un autre chiffre. 47% des achats de voitures en ce moment-là, aujourd'hui, c'est du leasing. 47%. En 21, c'était 20%. En 2 ans, ça a fait plus que x2. Et nous, je dis nous les responsables politiques, on continue à parler accès à la propriété, CDI, machin. Et après on se dit c'est bizarre, les gens vont pas voter. Non, mais il y a quelque chose là-dedans. Alors, l'accompagnement des indépendants. Qu'est-ce que vous préparez politiquement? Non, mais là-dessus, j'arrive sur les indépendants. Oui. Mais c'est lié, évidemment. Mais vous êtes au cœur. D'abord, merci d'avoir rappelé. D'abord, vous m'avez appris un truc que je ne savais pas sur Roselyne Bachelot 2009, j'aurais dû le savoir. Moi, ça me choque. J'ai fait une hypocagne lettres classiques, latin, grec, je sais, c'est plus à la mode, tout ça. Mais c'est quand même
pas très porteur d'être défini en privatif. Vous êtes défini parce que vous n'êtes pas. Moi, ça me pose un problème. Mais au-delà des mots, même si les mots sont un sujet qui m'importe beaucoup et où j'aurais aussi la besoin de vous, notamment les professionnels libéraux, juristes et avocats, parce que je travaille aussi sur les mots de l'échec. On a un énorme sujet juridique là-dessus. Mais les mots ont un sens. Travailleurs non salariés. Alors, il y a travailleurs indépendants, mais au-delà du mot, il y a une question qu'on doit se poser, à commencer par les politiques. On met dans un, comme on disait à l'époque de ma grand-mère, dans un espèce de fourzitou, des gens qui gagnent 20 000 € annuels et des gens qui en gagnent possiblement 200 000. On met dans le même fourzitou les auto-entrepreneurs, les patrons de TPE, les patrons de commerce, les avocats, les notaires, les infirmiers libéraux, les vignerons indépendants. Alors, je ne dis pas que ce fourzitou est forcément problématique, je dis qu'il crée un problème dans la conduite de la politique publique. Parce qu'en fait, et d'ailleurs j'ai fait le test et je vous recommande de le faire, avec toutes les plus grandes sociétés d'analyse sociologique aujourd'hui et études de sondage, de recherche, le Crédoc, les grandes études, les sondeurs honnêtes, et il y en a énormément, vous disent la nomenclature n'est plus adaptée. Parce qu'on mélange dans un même fourzitou des gens dont les revenus, les aspirations, les parcours n'ont rien à voir. C'est comme si on n'avait pas distingué, enfin il y a bien un distinguo, employé, salarié, ouvrier, il y avait un peu plus de finesse dans la nomenclature. Cette finesse dans la nomenclature, vous voyez, le politique ne s'y intéresse pas. Donc moi, je me suis questionné, je trouve qu'on devrait peut-être réfléchir à, sans tout, parce que ça vous donne de la force aussi, les indépendants, d'être tous ensemble. Mais peut-être qu'on pourrait mettre un peu de nuance entre les indépendants du chiffre, les indépendants de la santé, les indépendants, pour aussi mieux ranger la maison des indépendants. Au-delà de ranger la maison et du mot, moi je crois qu'il est urgent, et je vous garantis que j'y passe ma vie avec la Première ministre et jusqu'au Président de la République. Il est indispensable que les indépendants rentrent enfin vraiment de plein pied au cœur de nos politiques publiques. J'en ai ras-le-bol des discours sur les classes moyennes, les classes populaires, le machin. Moi, je l'ai été. C'est quoi? C'est tu gagnes jamais assez et tu gagnes toujours un peu trop pour être suffisamment aidé. Tu es toujours celui, et d'ailleurs quand tu es enfant, qui galère à cocher la case quand il faut dire ce que font tes parents. Ton père, il est salarié ou ton père, il est fonctionnaire? Bah non, il rentre pas dans les cases. Et en fait, ici, dans les cases, entre les cases salarié, fonction publique, la case indépendante n'existe pas. Enfin, il a fallu que je crée une case dans la loi Pacte pour protéger les conjoints collaborateurs, enfin tristes souvent, d'indépendants dans le commerce. Les femmes qui sont à la caisse chez les bouchers, qui sont souvent leurs maris, il y avait pas de, c'était une histoire de case. Et quand je suis allée voir en tant que députée la première fois à Bercy, bien avant que je sois ministre, et qu'on m'a répondu c'est une case, je leur ai dit mais on va la créer la case. Oh non, non, c'est trop compliqué. Mais si, on va la créer. Et on l'a créée la case. Et j'ai fait battre le gouvernement avec Laure de la Raudière à l'époque pour qu'on la crée et pour que notamment nous, les femmes conjointes collaboratrices, si monsieur un jour s'en va, bah on puisse avoir accès à l'assurance chômage, à un peu de formation, etc. Et qu'on ait un statut de protection par défaut le plus élevé. Voilà. Mais on ne va pas se laisser arrêter parce qu'il faut créer des cases. Et ben des cases pour les indépendants et les travailleurs non salariés, il va falloir en créer. J'ai eu une merveilleuse fille en décembre 2021. J'ai accouché le 12 décembre. J'ai arrêté de bosser le 1er décembre. La seule femme qui a fait plus que moi, elle était avocate. Et chez ma sage-femme, je lui ai dit, vous ne pouvez pas me la faire à moi. Moi, je bosse tout le temps. Elle me dit, mais moi, madame, et on faisait nos cours de respiration, d'accouchement ensemble. Elle me dit, moi, tout ce que je prends avant, je ne peux pas le prendre après. Et moi, qui ai quand même un statut très bizarre, parce que je vous rassure, ministre est un statut qui ne rentre pas très bien dans les cases non plus, ça, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est quand même incroyable. CF, le point 1, au moment où on en est à mettre des congés paternité
Et j'adore les hommes, mon mari dans la prise, c'était génial, machin. Mais que des femmes indépendantes n'aient pas possibilité et mettent leur santé en risque, et mettent leur maternité en risque jusqu'au dernier moment, et que tout le monde s'en foute, oui, ça me choque. Et donc, je vais porter ça. Vraiment. Et je vais le porter. Je suis en train de travailler, ça coûtera un peu de sous, on va trouver des solutions. Je suis en train de travailler avec la ministre de la Santé et des Solidarités, et la Première ministre et le Président de la République me connaissent un peu, je suis bretonne, et je ne lâcherai pas là-dessus. Parce que c'est bien joli de nous parler d'égalité des chances, de justice, de machin. 48 heures, vous avez été très drôle. Vous avez aussi le droit, et en ça, c'est moi qui vais vous applaudir, d'être quand même dans tout l'OCDE, les 5e bosseurs de tout l'OCDE. Et ce sondage, enfin, c'est pas un sondage, ces chiffres, on les a pas entendus. C'est sorti il y a quelques jours. Il y a une semaine, on disait que les travailleurs français étaient ceux qui, en termes d'heures de travail, le bossaient le moins. C'est pas moi qui le dis, c'est le CDE, c'est des chiffres. Et puis il y a eu un petit contrepoint 2 jours après. Ouais. Et ben, les travailleurs non salariés français, 5e position, un volume d'heures incommensurable par rapport aux travailleurs salariés. C'est drôle, j'ai pas vu beaucoup de dépêches AFP, pour saluer le travail incommensurable que vous menez matin, midi et soir. Vraiment. La deuxième chose, améliorer les conditions de parentalité. La deuxième chose que j'ai aussi vécue, alors forcément ça me donne une forme de conviction parce que je l'ai chevillé au corps. Être TNS, travailler comme une dingue ou un dingue, se payer correctement parce qu'on travaille comme un dingue, prendre rendez-vous chez son banquier et parler d'acheter un logement. Et pendant ce temps-là, on fait du PTZ, machin. Bon. Moi, en 2013, on m'a proposé 34 000 € d'apport et je faisais 400 000 € de chiffre et je me payais 8 000 € par mois. Et j'avais aucun patrimoine, aucune garantie, pas de parents, pas de sous, rien. C'est là, vous voyez, j'avais 37 ans. C'est là que je me suis dit, il y a un truc qui fonctionne mal dans la promesse républicaine. J'ai fait tout qu'est-ce qu'on m'avait dit. J'ai fait des études. J'ai eu des CDI. J'ai pris mon risque, j'ai monté ma structure. Je crée ma valeur, je crée mon revenu. Et il me manquait, j'avais fait 2 cases que Mijane, elle m'avait dit, des études et des CDI, une activité économique. J'arrive à l'orée de la 3e case, mets-toi un toit sur la tête. Je vais voir mon banquier, je dis, mais comment je vais faire, moi? Vous me prêtez 30 000 €, qu'est-ce que j'achète à Paris avec ça? J'achète même pas la place de parking qui est sous l'appart. Il y a encore plus grave aujourd'hui. Et pour le coup, il y a post-Covid. Il y a plus grave. L'accès à la propriété, c'est problématique. Ce sera un de mes axes de travail au prochain premier semestre. Vous y serez associés. Et je vais mettre les banques sous pression avec le soutien de Bruno Le Maire. Mais il y a un truc qui est plus grave en ce moment. C'est qu'il n'y a pas que la propriété. L'accès à la location devient problématique. J'ai un restaurateur qui s'est effondré dans mes bras il y a 2 mois. Qui me dit, vous voyez, je bosse 20 heures par jour. J'ai formé toute ma brigade. Il n'y a que le dimanche après-midi où je me repose un peu. Ça fait 35 ans que je bosse comme un dingue. Je me paye 8 500 € par mois. Et pour un appartement dont le loyer est inférieur à 2 000 €, l'agence me répond, première salle de réponse, « Ah, oui, mais vous êtes indépendant. » Deuxième lame de réponse, « Et en plus, vous êtes restaurateur. » Quand on se demande ce qui fait que parfois les gens se radicalisent, il y a une réponse ici. Je vais, premier semestre, porter des mesures pour que c'est assurantiel. Et puis il y a des institutions publiques qu'on peut mobiliser, qu'on mobilise pour les étudiants, qu'on mobilise pour les fragiles. Bah, si on les mobilisait pour les indépendants, ce serait pas mal. Ça fait des mois que je bosse, mais j'essaie de faire dans l'ordre. Je travaille. Je suis en train de finaliser les propositions très concrètement. Ça va scander toute l'année 2024 et notamment le premier semestre. Dernier point. Et ça, c'est pareil quand on se demande ce qui peut nourrir les failles démocratiques. Vous êtes un salarié, vous avez un problème avec votre employeur,
dans tous les départements de France, il y a des directions de l'emploi, du travail, de la solidarité. Vous êtes un entrepreneur, vous avez une TPE, PME, vous avez un problème, vous avez dans chaque préfecture de France, dans chaque département de France, des antennes déconcentrées de la DGE et des conseillers aux entreprises en difficulté. Vous avez un méta-problème, il faut monter à Paris, vous avez une grosse boîte, vous appelez des gens super, la direction générale des entreprises, qui vous accompagne. Si vous avez une très très grosse boîte, vous avez des gens aussi super, c'est le Thierry, il vous accompagne. Tu as un problème d'IS ou de CAF, t'es TNS, t'es tout seul. Non, t'es pas tout seul, t'as ton expert comptable. Non mais c'est vrai, et je parle en connaissance de cause. Mais moi je me mets à la place de cette petite infirmière libérale qui est en Isère, qui n'a pas les contacts à Paris, qui connaît peut-être possiblement pas l'UNAPL, enfin... Parce que l'indépendant, c'est sa nature. C'est pas naturel toujours de syndiquer chez un indépendant. Tu prends ta liberté, t'as pas le réflexe. Moi, je l'ai jamais eu en tant qu'indépendante. Alors, de plus en plus, on vous connaît, et heureusement, vous les défendez. Mais t'es tout seul. Eh bien, il y a dans ce pays, depuis maintenant 3-4 ans, ce qu'on appelle des maisons France Service, qui refleurissent sur le territoire et qui amènent du service public, ou en tout cas des extensions de service public dans des endroits où il n'y en avait plus à hauteur de chef-lieu de canton. À 2500 aujourd'hui. Je lance une expérimentation, je suis en train de finaliser les détails, donc ça reste entre nous, on n'est pas obligé de tweeter tout de suite, avec le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, pour permettre aux indépendants qui ont des problèmes, parce qu'il y a toujours la confusion, même si la loi de 2021 l'a améliorée, évidemment, il était temps d'ailleurs, entre le personnel et le professionnel. Ça c'est pareil, hein, c'est quand même la seule population à qui on pouvait venir prendre la voiture, qui emmène les gamins à l'école sous prétexte que tu n'avais pas payé l'URSSAF. Et ça, on nous le vend comme un progrès. Oui, mais en vrai, ce que je disais aussi au président, c'est qu'on a mis juste les indépendants au niveau de la mer. On vous a pas fait une fleur. On vous a mis au même niveau que les autres. Maintenant, c'est ce que je dis dans l'Express, il faut qu'on mette du vent dans les voiles. La garde d'enfants, l'accès à l'allocation, l'accès aux services publics. Je vais faire en sorte qu'on expérimente dans une région de France, premier semestre 24, l'ouverture possible et la mise à disposition des maisons France Service pour les indépendants qui auraient des problèmes perso liés à leur IR ou à la CAF, ou pro, fiscal ou autre. Mais ça, c'est pareil, personne ne répond à ceux qui rentrent mal dans les cases sur les territoires, et c'est pas normal. Quand vous êtes un individu ménage, vous y avez accès. Quand vous êtes une TPE, vous y avez accès. Bah, il faut que les TNS aient accès. Les enfants, le logement, les services publics, on a encore du boulot pour améliorer la qualité de vie des indépendants. Et je terminerai en disant... 13h25, mot de la conclusion. Ouais, revenu statut, ce sera mon mot de conclusion. Revenu statut. Moi, je bosse à Bercy et je suis une femme de la microéconomie. On ne peut pas tout lire à l'aune des déciles et du revenu. Le restaurateur, il gagne 8 500 € par mois, il n'arrive pas à se louer, à louer un truc. Donc, revenu, c'est un sujet, statut, c'en est un. Et moi, j'ai à cœur de voir ce qu'on doit améliorer, il est urgent qu'on améliore pour ceux qui ont fait le choix du statut indépendant. Ça n'est pas qu'une question de revenu. Un certain nombre de problématiques est lié aussi au statut, et c'est ce que je vais porter l'année prochaine, et désolé d'avoir été trop long. Merci beaucoup. Merci. Michel, c'est bon. Peut-être un tout dernier mot, Michel, mais très vite alors. Hein. Bien, Madame la Ministre, moi je suis très heureux. Je suis très heureux qu'on ait changé cet exercice. Parce qu'en fait, tous mes amis qui sont là vous voient tels que vous êtes, passionnés. Et comme nous, avec qui nous travaillons, on a la chance de vous voir. Parce que vous portez une énergie considérable. Et soyez-en, au nom de tous, remerciés. Je sais que tout ce que vous dites, vous l'avez chevillé au corps, chevillé au cœur, et que vous le pensez. En tout cas, sur tous ces chemins, on va vous accompagner. Bah, chevillé au corps, oui. Vous voyez, si je suis là, c'est grâce aux indépendants. Parce qu'elle fait quoi, Romy, 22 mois, 39,5 de fièvre, là, en ce moment? Elle est gardée à la maison par une indépendante. Je rentre chez moi, vous croyez que j'ai le temps de m'occuper de ma maison avec des agendas de dingo? J'ai une femme formidable qui m'accompagne au quotidien, enfin pas au quotidien quand même, mais très souvent. Et en fait, c'est ça, ce paradoxe que je dis dans l'Express qui me
Les indépendants ne sont pas que, mais sont en partie ceux qui nous permettent à nous, on va dire, aux salariés de travailler. Donc c'est un énorme sujet. Qu'est-ce que j'ai pas dit? La dernière, bah on est mal, j'ai mis le bazar dans mes fiches. Faut que je dise ah bah oui. Oui, mais bah oui. Bon, bah ça va de soi que je vous remercie de cet échange constructif. Ouais. Il y a un petit jeu là entre vous quand même. Hein. Michel Picon le sait, blague à part, Audrey Chémoulier aussi, j'ai besoin de vous, hein, parce que je n'ai pas toujours comme j'ai pas eu le parcours d'un avocat, il faut me dire, et le diable est toujours dans le détail, donc sur garde d'enfants, sur l'accès au logement, etc. Et Michel, je vous l'ai dit, il va falloir qu'on continue. Moi, j'ai besoin de vous. Je n'ai pas le monopole des bonnes idées ni de toutes les modalités différentes de la vie des indépendants. Donc, aidez-moi à vous aider et je vous garantis que je serai au rendez-vous.